Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit échange mensuel entre nous, où cette fois on va pas parler que d'actualité, mais on va faire un petit point, disons, sur les les différentes possibilités de recrutement des agents publics dans votre établissement et les éléments principaux de rédaction des actes de recrutement, avec un focus particulier à la fin sur les contractuels de droit public et la rédaction de l'acte de recrutement des agents contractuels de droit public, notamment, enfin, pardon, pas notamment, les agents contractuels de droit public, et je partagerai avec vous un modèle un fonds de contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public. On va commencer par voir qu'est-ce que c'est que les actes de recrutement, qui sont ni moins que des actes administratifs. On reviendra vite fait sur la notion d'acte administratif, ses structurations, ses éléments, ses portées juridiques, la notion de retrait et d'abrogation. Ensuite, on va voir le recrutement par principe, hein, le concours, le stage, avec quelques petites jurisprudences sur le stage, et notamment une jurisprudence assez récente sur comment je suis censé apprécier et, le cas échéant, formaliser un refus de titularisation. Puis après, les recrutements via la mobilité, donc le changement d'établissement, qu'on appelle mutation, mais en fait, dans le versant hospitalier, le vocabulaire qui est dans le Code général de la fonction publique, qui reprend le titre 5, c'est vocabulaire de changement d'établissement, la mise à disposition, le détachement et l'intégration, les grands principes, hein, bien sûr, et puis, après le recrutement des contractuels, avec les différents motifs qu'on a déjà sûrement, enfin qu'on a déjà eu l'occasion de voir ensemble. On va revenir dessus et la rédaction de l'acte de recrutement d'un agent, contractuel de droit, public. Alors, déjà, toutes, les actes de recrutement, ce sont des actes administratifs ou, si je le dis, autrement, des, décisions, administratives, pardon. Y compris, l'acte de recrutement d'un agent, contractuel de droit public. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acte de recrutement? Qu'est-ce que c'est qu'un acte administratif, qu'une décision administrative? L'acte administratif, c'est la formalisation par écrit, la réification de la décision administrative, et dans le cas du sujet général qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la formalisation de la décision de recrutement de l'agent, que ce soit la décision de nomination en tant que stagiaire, la décision de titularisation en fin de stage, la décision de mise à disposition, la décision de détachement, d'intégration, ou de changement d'établissement. Et cette décision, elle prend deux formes. Elle est soit unilatérale, et toutes les décisions que je viens de citer sont des décisions unilatérales. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'AIPN, et l'autorité de recrutement dans un établissement public hospitalier, avec entre bémol les directeurs d'établissement. Mais sinon, c'est l'AIPN qui est compétent pour prendre la décision de recrutement et formaliser cette décision par un acte unilatéral qui vient d'un seul côté, hein, mais est aussi un acte administratif, le contrat. Le contrat, quand bien même ça s'appelle contrat, c'est un faux ami, ça peut donner, induire en erreur les personnes qui le signent, que ce soit l'employeur ou que ce soit l'agent. C'est que l'acte de recrutement d'un agent contractuel qui prend la forme d'un contrat, c'est une décision administrative, mais qui est bilatérale, pardon. Ce n'est pas un acte. Alors attention, je vais dire des mots compliqués en pleine digestion, mais ce n'est pas un acte synallagmatique à effet relatif. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même nature, la même portée que
le contrat que on va passer, dans une entreprise privée entre un salarié et un employeur qui recrute ce, salarié. Non, là, on est sur une décision administrative bilatérale simplement, contrairement, on va le voir, aux autres types de décisions. Et là, une forme et un contenu, qui, est, à minima, structuré par, le décret 91/155 dans l'attente de sa codification dans le code général de la fonction publique à 100 il est en partie, hein, codifié. Donc, en tout cas, que ce soit la décision unilatérale de recrutement, nomination en tant que stagiaire, titularisation, mise à disposition, détachement ou autre, ou que ce soit le contrat, ils ont un point commun, ces actes, c'est que c'est une modification de l'ordonnancement juridique. Vraiment, là, je parle du recrutement parce que c'est le sujet, mais de manière générale, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on fait de la gestion en droit de la fonction publique, c'est, une gestion qui est sous la forme à coup, de décisions qui modifient l'ordonnancement juridique. Alors, comment ça se structure, une décision, administrative formalisée dans un acte, administratif? Il y a pas vraiment, enfin, il y a pas d'obligation, législative ou réglementaire sur une forme particulière, sauf pour le recrutement des agents contractuels où ça doit prendre la forme d'un contrat. Mais sinon, on n'a, pas, de canevas obligatoire à respecter. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, les éléments essentiels qui conditionnent la légalité de l'acte administratif. Mais ce qu'on peut retenir, en matière de rédaction d'actes, c'est que, eh bien, ça répond à un objectif face à une situation de liberté. J'ai une grande liberté de rédaction des décisions administratives. Si généralement pour le recrutement, vous avez des formats, des modèles depuis longtemps, que vous réutilisez peut-être, sans nécessairement les réinterroger et qui matérialisent bien qu'on est face à une acte qui formalise une décision administrative. Plus largement, que ça, il y a, des courriers que vous pouvez être amené à rédiger, qui en fait sont des actes administratifs. Ce qui va compter sur la qualification d'un acte administratif, c'est pas tellement, la, question, de sa forme, ce qui va compter, c'est, la question, de son fond. Est-ce que cet acte administratif modifie l'ordonnancement juridique? Est-ce que ce document modifie l'ordonnancement juridique? Et si, il, modifie l'ordonnancement, juridique, eh ben, il va avoir des effets qui sont, la création d'obligations et de droits pour les différentes parties. Et c'est là qu'on va rentrer dans la notion d'acte administratif créateur de droit. Et l'acte de, recrutement d'un agent public, que ce soit, un acte unilatéral ou que ce soit un acte bilatéral, eh bien, ce sont, des actes qui créent des droits pour les intéressés, qui vont pouvoir, en, bénéficier et jouir de ces droits, demander, à, jouir de ces droits. Par exemple, quand je recrute un agent contractuel de droit public, eh bien, je vais avoir un droit qui est lié par le contrat, qui est, le droit d'avoir, d'avoir un poste, d'avoir une activité et en fonction du service fait, d'avoir la rémunération bien sûr qui est liée à cet acte. Pour, un fonctionnaire, le fait d'avoir un acte de mise en stage, eh bien, ça va, donner un droit à l'agent qui est, celui d'aller au bout de son stage. Celui d'aller au bout de son stage, par contre, hein, on y reviendra, ça donne pas un droit à une titularisation à l'issue du stage. L'acte de titularisation, ça donne un droit, c'est le droit d'avoir une affectation correspondant à, son, grade, et puis ensuite, hein, tous les droits qui sont liés au statut de fonction. Alors,
Euh, Quand on rédige une décision administrative et a fortiori lorsque c'est une décision de recrutement, il faut toujours se dire quels sont les objectifs de l'acte administratif. Alors, ce serait intéressant d'échanger sur quels sont ces objectifs, mais on est trop nombreux, on n'a pas assez de temps pour le faire. Les objectifs qu'on peut identifier, déjà, c'est la formalisation d'une position de l'administration. C'est vrai que on a des décisions administratives qui peuvent être implicites. On peut avoir deux types de décisions administratives qui sont implicites. Je vais avoir les décisions qui sont matérialisées par un silence, enfin matérialisées, qui sont la conséquence plutôt, puisqu'elles sont implicites, donc elles ne sont pas matérialisées, qui sont formalisées par un silence. Donc, par exemple, j'ai un agent qui fait une demande de mobilité. L'agent fait cette demande à son employeur, une demande de changement d'établissement, par exemple, avec l'accord de l'administration d'accueil, et l'administration qui reçoit la demande, le silence gardé à cette demande vaut décision implicite d'acceptation. C'est une exception au silence vaut refus dans les relations entre les agents publics et les employeurs. Euh, donc, autre exemple sur le renouvellement de contrat. J'ai un agent contractuel qui est recruté pour 3 mois jusqu'au 31 mars 2025 et vous ne formalisez pas le renouvellement du contrat, mais vous continuez à gérer l'agent au-delà de la durée de son contrat. Alors dans ce cas-là, contrairement à une croyance qui est que ça matérialiserait un CDI, alors pas du tout, ça matérialise implicitement un renouvellement du contrat pour la même durée dans les mêmes conditions que précédentes. Donc il y a un renouvellement implicite du contrat de l'agent qui existe du fait que l'agent continue à venir servir au-delà de la durée normale du contrat. Donc euh, l'acte administratif a ceci d'intéressant et d'important qu'il va formaliser une décision de l'administration. Et l'autre intérêt de l'acte administratif, c'est lorsque ça permet de communiquer la position de l'administration, permettant aussi de faire démarrer via la notification les voies et délais de recours. Et le cas échéant, euh, euh, dans ce cas-là, le cas échéant quand c'est nécessaire, eh bien, ça permet de motiver par écrit la décision de l'employeur, sachant que hein, toute décision n'a pas à être motivée. On va voir dans les motifs de recrutement quels sont ceux qui ont à être motivés, ou surtout des refus de recrutement, notamment en matière de fin de stage. On a prévu une belle partie là-dessus. Euh, mais en tout état de cause, même si une décision n'a pas à être motivée, elle doit être motivable. On l'a déjà vu en septembre dernier lors du webinaire. Toute décision en son cœur doit porter un service précis, hein. L'absence de motif ne signifie pas le caprice. Je dois pouvoir justifier une décision administrative par une situation soit de fait, soit de nécessité de service, quand bien même elle n'a pas à être motivée. Alors, donc ce que je le disais, la formalisation a de l'intérêt, mais que le silence peut valoir acceptation, notamment un des cas en matière de recrutement. C'est pour ça que je l'ai évoqué. Je ne vais pas faire toute la liste des cas où le silence vaut acceptation ou refus, mais en tout cas dans le cadre du recrutement, j'ai un agent qui demande une mobilité dans le cadre d'un changement d'affectation, dans le cadre d'un détachement, d'une disponibilité, avec l'accord de l'administration d'origine pour le détachement ou le changement d'affectation à son administration d'origine. Le silence pendant 2 mois vaut décision implicite d'acceptation. Imaginons que je sois un agent du centre hospitalier de Bastia, que je postule à un poste, je suis fonctionnaire, et que je postule à un poste au centre hospitalier d'Ajaccio, que le centre hospitalier d'Ajaccio
accepte ma candidature et me sélectionne parmi les candidats, j'informe le centre hospitalier de Bastia avec l'acceptation d'Ajaccio. Le silence de 2 mois du centre hospitalier de Bastia vaut décision implicite d'acceptation. Ce que je disais sur le contrat, j'arrive en termes de contrat, l'agent continue à venir servir, il y a un renouvellement implicite du contrat. Alors j'ai une question ici, quelle différence entre renouvellement et nouveau contrat? Eh ben, tout va dépendre de la modification substantielle ou pas du contrat de l'agent. Un renouvellement, c'est le contrat qui arrive à son terme et que je relance pour une nouvelle période sans modification substantielle qui ne serait pas rendue nécessaire par l'intérêt du service. Donc, par exemple, j'ai un contrat pour remplacer un tel agent pendant une durée de 6 mois dans le cadre d'un congé parental, et j'arrive au terme de ce contrat-là, et l'agent qui est en congé parental a renouvelé son congé parental, et ben, je propose un renouvellement du contrat. Par contre, si l'agent que je remplace revient, le contrat prend fin, il ne peut pas être renouvelé par définition puisque le motif de recrutement a disparu, mais j'ai un autre besoin, y compris sur un métier similaire, mais sur un autre motif. Et dans ce cas-là, je propose un nouveau contrat sur la base d'un nouveau motif et sur la base éventuellement de nouvelles activités ou d'activités similaires, mais dans des conditions différentes. Alors, l'acte administratif, ce qu'on doit retrouver un minima dedans, mais en fonction des situations, déjà, bon, ben, c'est l'auteur de l'acte. Alors là-dessus, on a une grande importance sur la notion euh, euh, de délégation de signature. On sait que dans un établissement public hospitalier, tout acte, toute décision est prise par l'AIPN, qui a la possibilité de déléguer sa signature et non pas son pouvoir à quelqu'un. Et donc, c'est très important d'avoir des bonnes délégations de signature qui ne soient pas erronées et que la personne qui signe la décision ait bien la délégation de signature. Les coordonnées de l'acte, l'autorité qui prend la décision. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre la procédure de l'acte. C'est-à-dire que si par exemple je recrute un agent contractuel de droit public sur un motif de nécessité de service parce que j'ai des conditions spécifiques de fonction qui nécessitent une compétence particulière, il va falloir que je vise la vacance. Ça peut être bien, je peux viser la vacance, la déclaration de vacance de poste, et je peux viser aussi le résultat des comptes rendus d'entretien que j'aurais pu faire, sans les communiquer bien sûr, parce qu'il y a une question de discrétion sur des appréciations personnelles, mais je peux tout à fait le faire, et je peux aussi viser l'appréciation des compétences particulières de l'agent qui ont justifié le recrutement de cet agent-là plutôt qu'un autre, a fortiori lorsque c'est un contractuel, puisque j'ai des motifs, et cette motif nécessité de service doit justement être justifié par la nécessité de service, puisqu'on va le voir, et vous le savez, emploi civil permanent égale fonctionnaire. Donc voilà, après le contenu, le but de l'acte, on le retrouve dans le dispositif. Le contenu, eh bien, ça peut être les visas et les éléments de considérants qui ont présidé à la rédaction de l'acte. Alors, quand je parle de visa, ce sont des visas qui ne sont pas toujours obligatoires, sauf quand j'ai une décision qui doit être motivée, hein, puisque une motivation d'une décision administrative, c'est une motivation en droit et en fait. Et ces visas peuvent aussi bien comporter des motivations qui sont juridiques, au sens, enfin des motivations législatives, des motivations réglementaires. Donc c'est le fait de viser, si je prends le recrutement des agents contractuels de droit public, l'article du Code général de la fonction publique qui
m'autorise et justifie le recrutement de l'agent contractuel de droit public, le décret 9155, qui indique les modalités justement de recrutement, de détermination de la durée du contrat. Mais je pourrais aussi, le cas échéant, si ça s'avère nécessaire, faire référence à des jurisprudences. On peut tout à fait, dans les visas, viser des jurisprudences pour appuyer, la qualité et la légalité de la décision administrative que je prends, hein. Je vous rappelle que prendre une décision administrative, c'est créer du droit, donc il faut justifier légalement par, tout l'environnement juridique, l'acte que je vais, prendre. Et enfin, le dispositif, ça va être les articles. Ça va être les articles, que, je vais retrouver, c'est-à-dire, eh bien, le positionnement que je prends. Et dans, l'acte de recrutement d'un agent contractuel, ça va être les articles du contrat, mais là-dessus, vous verrez, moi, je vous propose un contrat extrêmement court, extrêmement simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, est intéressant dans un dispositif que les actes, que les positionnements de l'administration. Ça sert à rien de répéter le droit. Donc, si vous voulez, dans un acte de recrutement d'un agent contractuel, on n'a pas besoin de mettre les éléments sur les congés annuels. C'est un petit peu comme si on disait qu'on allait mettre les éléments des congés annuels sur la décision de titularisation d'un fonctionnaire. Non, quand vous recrutez un fonctionnaire, vous mettez les visas, vous mettez éventuellement le résultat au concours ou au recrutement sur titre sans épreuve, et puis après, on décide, monsieur machin, enfin, vous mettez les éléments du stage s'il y en a eu un, et après, vous mettez décide, monsieur machin est titularisé à compter du sur tel corps, sur tel, pardon, dans tel grade de tel corps. Donc, pour les contractuels, c'est pareil. En fait, l'intérêt de la décision qui prend la forme d'un contrat, c'est simplement de mettre les éléments qui sont nécessaires de fixer. On va voir qu'il y en a 5 ou 6, mais pas plus. Le reste, ça ne sert pas. Donc on reviendra, hein, sur, les éléments, qu'on doit mettre sur le contrat et notamment la question du remplacement puisque on a la question, elle est oui, j'ai un fond général de modèle de contrat, je l'ai dit en introduction, que, je, vous partagerai, mais que vous devez adapter à votre sauce, d'établissement. Alors, un point, pour, les, décisions administratives, comme toutes les décisions administratives, on a un principe de non-rétroactivité. Alors, on a un principe de non-rétroactivité, pourquoi? Parce que le droit ne peut, que modifier l'avenir. On ne modifie pas le passé. Ça s'applique à toutes les décisions administratives. Cependant, bien sûr, il y a des, situations où, j'ai des effets rétroactifs qui sont, soit nécessaires, soit possibles. On va le voir par exemple sur, la question de, la date d'effet de titularisation. Le décret de 97 va me prévoir un effet rétroactif dans certaines situations. Mais sinon, hein, quand vous avez une décision avec un effet rétroactif, eh bien, il faut vraiment lever le sourcil, se demander: «Est-ce que cet effet rétroactif est justifié?» Et si d'aventure ça ne l'est pas, ben, froncer les sourcils. Là, par exemple, j'ai un établissement qui a communiqué, dans le cadre d'un contentieux, une décision, de sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonction, et je suis très, très embêté parce que, bah, la décision, elle a une date d'effet, heu, qui est antérieure à la date de notification. Puisqu'en matière de décision d'éviction, donc de sortie de service, je ne peux pas avoir de date d'effet avant cette date de notification. Enfin, il y a quand même un côté assez logique. Imaginons que, l'agent qui est enfin, pas imaginons, l'agent qui est sanctionné, en fait, il a reçu, je dis au hasard des dates, le 10 mars, une décision d'exclusion temporaire qui prend effet le 1er mars. Je ne sais pas comment il fait pour, si ce n'est voyager dans le temps, pour que cette décision prenne effet. Un refus de titularisation en fin de stage, elle ne peut pas avoir d'effet avant la date de sa notification, ce qui est normal, puisque ça met fin à la relation professionnelle et on ne peut pas voyager dans le temps, donc eh bien, je ne peux pas avoir d'effet rétroactif. Alors justement, je parle de notification, puisque l'opposabilité et surtout l'effet du début du délai de recours n'est faisable qu'à partir du moment où l'acte a eu une publicité. Alors, on a deux types de publicité qui existent. On va avoir des publicités qui sont
public et global, donc par exemple les résultats d'un concours. Résultat d'un concours, j'affiche et je communique le résultat de ces concours. Et c'est la communication, l'affichage du résultat des concours qui va, avec les voies et délais de recours, qui va faire démarrer les voies et délais de recours. C'est super important parce que les voies et délais de recours, ça permet de sécuriser juridiquement le délai de recours et ça limite à 2 mois le délai de recours, sachant une décision, une annulation d'une décision de résultat à un concours entraînerait normalement l'annulation de toutes les décisions qui en découlent, y compris la nomination des agents sur la liste de ceux qui ont réussi le concours si on annule cette décision. Quand ce sont des décisions individuelles, eh bien, cette publicité se fera par notification, ce que j'évoquais, c'est-à-dire que je vais notifier à l'agent la décision. Alors, comment je fais? Il y a une liberté dans la notification des décisions administratives, sauf lorsque le texte le prévoit. En fait, j'ai 3 formes de notification. J'ai la notification, enfin, j'en ai 4. J'ai la notification par recommandé accusé de réception, j'ai la notification par remise en main propre contre décharge, j'ai la notification par huissier, et enfin, j'ai la notification à l'oral. Le problème de l'oral, eh ben, c'est que verba volant. Et que si je dis oui, oui, je lui ai dit que, l'agent, il peut dire bah non, pas du tout. Et alors là, comme j'ai pas de preuves, bah, ça va être difficile de démontrer que j'ai notifié ma décision. Et cette notification est très importante puisqu'elle permet de faire démarrer les voies et délais de recours de 2 mois en plein contentieux et de 2 mois aussi en recours gracieux, le recours en hiérarchique n'existant pas dans le versant hospitalier puisqu'il n'y a pas de hiérarchie sur la direction de l'établissement. Petit point sur la notification que j'ai gardé et que j'ai remis là parce que il y a encore des rédactions qui sont pas complètes, c'est qu'il faut bien mettre depuis le 1er décembre 2018 télérecours citoyen. C'est mis la notification idoine qui doit être mise avec en rouge. Donc je vais mettre, ça peut faire l'objet d'un recours contentieux par TA ou par l'application télérecours citoyen et avec les voies et délais de recours. C'est très important parce que ça sécurise votre environnement juridique et vous limitez sur le temps de délai de recours, sachant que une absence de notification, une mauvaise notification ou une notification avec des voies et délais de recours absentes ou incomplètes, eh bien, entraîne l'inopposabilité des voies et délais de recours. Et donc, l'agent a la possibilité de contester la décision. Alors, pas ad vitam, on a une jurisprudence de principe du Conseil d'État qui nous dit qu'il faut raison garder et dans le cas où j'ai une notification dysfonctionnelle, que j'ai pas de notification ou que cette notification ne comporte pas les voies et délais de recours, j'ai un délai raisonnable qui est généralement d'1 an à partir du moment où l'agent a connaissance de la décision ou à laquelle elle a été notifiée, si jamais elle est notifiée sans les voies et délais de recours. Alors, les décisions administratives, ce sont des actes juridiques qui doivent être prises après un processus décisionnel qui, en matière de recrutement, en est un. En fait, quand tout le processus de recrutement d'un agent, que ça soit de de la publication de l'avis de concours jusqu'à la date de mise en stage, ou que ce soit la publication de la vacance de poste ou de la publicité que je vais faire jusqu'à la décision de recrutement par mobilité ou par contrat, c'est tout un processus décisionnel dont les dysfonctionnements peuvent éventuellement soulever des questions juridiques et qui peuvent être potentiellement des arguments, des moyens pour demander l'annulation
d'une décision administrative, c'est ce qu'on appelle la légalité externe. Partie, c'est-à-dire que le bon respect des processus de recrutement, est un gage de légalité de la décision. C'est pour ça que dans la rédaction de la décision, ça peut être intéressant de, mettre ce processus de recrutement pour démontrer que le processus décisionnel a été respecté, qu'on a fait les avis qui vont bien, qu'on a fait les publicités qui vont bien, qu'on a recueilli, les candidatures qui vont bien. Sachant que, le fond, le recrutement au final de l'agent, le choix de l'agent que je vais recruter, il est considéré, il est apprécié beaucoup plus, succinctement, disons, par le juge dans le cadre de ce qu'on appelle, l'erreur manifeste d'appréciation. On est vraiment, dans ce cadre du recrutement où j'ai un juge qui refuse, je pense à juste titre, hein, de faire acte d'administrateur et qui va pas se positionner à la place de l'employeur pour dire: «Bon, vous n'avez pas recruté un tel et vous avez recruté un tel à la place, c'est pas justifié, un tel était meilleur». Bon, le, une, cette, comment dire? Heu cette appréciation du juge administratif laisse donc à l'employeur une grande marge de manœuvre sur le choix. Dans la limite, quand même, il va vérifier s'il n'y a pas de discrimination. On en reparlera, hein, parce qu'on a des jurisprudences sur cette question-là, assez récentes. Alors, est-ce qu'une décision de recrutement doit être motivée? En effet, il y a certaines décisions qui doivent être motivées l'absence de motivation ou l'insuffisance de motivation, sont des éléments qui, peuvent, entraîner l'illégalité de la décision. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une motivation? Je l'ai déjà dit, c'est, le fait de mettre les éléments de droit et de fait qui justifient la décision. Donc, les visages juridiques, les éventuelles jurisprudences, et les situations de fait qui, justifient et matérialisent la, décision qui justifie, pardon, la décision qui est prise. Est-ce que lorsque je recrute un agent, je dois, motiver ma décision? Alors, de manière générale, non. Ce que je vais devoir motiver, c'est, le refus de recrutement dans certaines situations. Je pense notamment, au stage. Alors attention, je mets un bémol, mais je vais venir en détail là-dessus. C'est que, le recrutement dans un établissement public, la titularisation dans un établissement public n'est jamais un droit. Et à ce titre-là, il n'y a pas besoin de motiver la décision. Par contre, la rupture d'un stage, elle, c'est une décision qui abroge une décision créatrice de droit. Alors, en un, une décision qui abroge une décision créatrice de droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que j'ai une décision qui, produit des effets, qui crée des droits, et cette décision qui produit et qui crée des droits, je vais l'abroger, c'est-à-dire je vais faire cesser ces effets pour l'avenir. Donc en matière de gestion des agents publics, et en matière de recrutement ou de fin de recrutement, qu'est-ce qu'on a comme décision qui abroge une décision créatrice de droit? Bah, déjà, le licenciement d'un contractuel. Qu'est-ce que je fais quand je licencie un contractuel? J'abroge le contrat. Donc, j'abroge le contrat qui est une décision créatrice de droit, donc j'abroge une décision créatrice de droit. Donc, je dois la motiver. Et pour le stage, c'est un peu pareil. Pour le stage, lorsque je mets fin à un stage avant le terme normal du stage, eh bien, j'abroge ma décision de stage. Et donc, j'abroge une décision créatrice du droit d'aller au bout du stage. Donc, je vais devoir motiver ma décision. Alors, il ne faut pas confondre, hein, la notion d'abrogation avec celle de retrait d'une, décision créatrice de droit. Le retrait d'une décision créatrice de droit, c'est faire disparaître complètement la décision de l'ordonnancement, juridique. Alors que l'abrogation, c'est, faire cesser ses effets sur l'avenir. Dans le cadre du retrait, la décision n'a jamais existé. Dans le cadre de, l'abrogation, eh bien, la décision, eh bien, on y met fin. Alors, en matière de retrait,
je ne peux pas retirer une décision créatrice de droit, et je ne peux retirer une décision créatrice de droit que si elle est un illégale et que si elle est 2 retirée dans les 4 mois. Par contre, une abrogation, elle, je peux le faire à partir du moment où, bah, soit c'est prévu par le texte, notamment, hein, le licenciement ou le refus le licenciement d'un stagiaire, ou lorsqu'une des conditions, pour avoir l'avantage n'est plus remplie. Ce qu'on retrouve dans les cas de licenciement, si on reste sur le sujet, du recrutement. Donc, ceci étant posé, et on va utiliser ces différentes notions-là, pour voir quels sont les éléments importants dans les actes de recrutement en fonction, du motif de, recrutement. Alors, avant de rentrer là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces possibilités de recrutement, c'est-à-dire que j'ai un besoin dans mon établissement, ce besoin-là, comment je fais pour y répondre? Normalement, ce besoin-là, j'y réponds par un fonctionnaire. Alors déjà, quand j'y réponds par un fonctionnaire, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de dire: «Eh bien, je vais faire, un, un concours. Je vais organiser une session de concours parce que je veux recruter de nouveaux fonctionnaires, donc des personnes, qui n'ont pas, encore la qualité de fonctionnaire ou qui l'ont, mais qui veulent changer de corps. 2e possibilité, je peux très bien me dire que je vais recruter par la mobilité. Donc utiliser le changement d'affectation, la mise à disposition ou le, détachement, voire l'intégration, directe. Ensuite, si je ne peux pas prendre un fonctionnaire, j'insiste là-dessus. Alors si je ne peux pas prendre un fonctionnaire, pourquoi je pourrais pas prendre un fonctionnaire? Premièrement, ça peut être parce que la raison de mon besoin est, un besoin qui est incompatible avec le statut de fonctionnaire. Un besoin qui est un besoin de remplacement temporaire. Un besoin qui, est un besoin saisonnier. Un besoin qui est un besoin, d'accroissement temporaire d'activité. Tous ces besoins-là, sont des besoins qui ne sont pas adaptés au statut de fonctionnaire ou alors un besoin à temps non complet inférieur à 50. Je ne peux pas recruter des fonctionnaires à temps non complet moins de 50. Je peux entre 50 et 70 depuis 2020 en fonction de certains corps, psychomotriciens, psychologues par exemple, mais par contre en dessous de 50 je ne peux pas. Ce que je veux vous dire ici, c'est que le recrutement et la nature du statut des agents que vous recrutez, elle est commandée par le besoin, hein, déjà. Ce besoin-là, aussi, il peut être questionné. Heu, Par exemple, si j'ai l'habitude de recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires, est-ce que je peux pas m'interroger sur le caractère permanent d'un besoin de remplacement? Et est-ce que je peux pas me dire: «Mais finalement, mon absentéisme moyen sur tel type de métier, il est équivalent, par an à un, 2, 3 équivalents temps plein ou, à, du temps non complet à hauteur de 60-70 sur des métiers qui permettraient d'avoir du fonctionnaire». Et pour cela, je peux utiliser des outils qui sont la base de données sociale, le rapport social unique qui en découle, et utiliser ça dans la rédaction de mes lignes directrices de gestion en matière de stratégie pluriannuelle de ressources humaines. Le recrutement fait partie de la stratégie pluriannuelle de gestion des ressources humaines. Donc on peut très bien utiliser ces outils-là pour apprécier, pour me regarder dans une glace et de voir, bah, ces besoins-là, comment je peux, y répondre, en fonction des outils juridiques de recrutement qui peuvent exister dans la fonction publique. Et c'est comme ça qu'il faudrait, voir, les choses et les mettre en œuvre. Alors, déjà, les principes, grands principes, juste pour le rappeler, des conditions de recrutement des agents publics. Pour pouvoir, être, agent public, une condition, j'ai plus de condition de nationalité française. J'ai plus de conditions de nationalité française puisque maintenant, pour la plupart des métiers, sauf certaines exceptions, je peux très bien être fonctionnaire,
si je suis, quelqu'un qui ressort d'un établissement d'un État de l'UE, de l'espace économique européen, Principauté de d'Andorre et de la Suisse. Donc là, on est, sur, les fonctionnaires. Pour les contractuels, les, la condition de nationalité n'existe pas. Par contre, je dois quand même être, sûr, avoir le droit d'être sur le territoire et de travailler bien sûr sur le territoire, mais ça c'est n'importe quel, recrutement. Autre condition, hein, c'est joindre ce droit civique, vous le savez, et remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions. Alors, vous savez que depuis l'ordonnance santé-famille du 20 novembre 2020, il n'y a plus de conditions d'aptitude physique appréciées obligatoirement et automatiquement avant, l'accès à la fonction publique, que ce soit de manière, titulaire, stagiaire ou que ce soit, pour les contractuels de droit public, sauf pour, les, emplois et les métiers qui nécessitent des conditions de santé, particulières, mais qui sont fixées par les statuts particuliers, et dans l'hospitalière, il n'y en a pas encore. Mais par exemple, on en a pour les douaniers, ou pour les policiers, nationaux. Être en, position régulière au regard du code du service national, c'est-à-dire avoir, bah, soit fait son service, si je suis né avant 79, soit avoir, fait sa journée défense et citoyenneté, mais tout ça avant 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai pas fait ma journée défense et citoyenneté à 25 ans, bon, on pourra pas, on pourra plus le faire. Donc, c'est une condition que je pourrais par définition pas remplir. Et puis, avoir, des mentions, du B2, qui, soient compatibles avec, l'exercice des fonctions, et alors compatible, hein, ça ne veut pas dire avoir un B2 vide, puisque là, pour le coup, heu on va regarder objectivement s'il y a une incompatibilité entre les éventuelles sanctions, et les, éventuelles, activités que l'agent va exercer. Alors, en ce qui concerne la vaccination pour les aides-soignants, alors déjà, est-ce que je dois demander la vaccination et demander l'aptitude aux emplois publics? L'aptitude aux emplois publics, n'est pas, obligatoirement organisée, pour aucun des agents du versant hospitalier de la fonction publique. Je ne sais pas pourquoi les textes ne sont pas sortis, en tout cas, c'est pas, des corps qui aujourd'hui sont considérés comme des corps qui exigent des conditions de santé particulières. Par contre, pour avoir l'activité d'aide-soignant, bah, lui, oui, il faut les vaccinations avec, la vérification du médecin du travail qui peut très bien prescrire les vaccins, pour les agents. Mais là, on est au-delà du statut, c'est aussi pour, exercer en établissement de santé, que ce soit d'ailleurs public ou privé. Mais alors après, le fait qu'il n'y ait pas de conditions de santé particulières ne vous exonère pas de vos obligations en matière de santé sécurité au travail. En matière de santé sécurité au travail, vous avez l'obligation de faire, bah, la fameuse VIP, hein, la visite d'information, et de prévention, visite, notamment lorsque c'est la première fois, où le médecin du travail, eh bien, est très importante puisque c'est à ce moment-là qu'il va voir, bah, l'état de santé de l'agent. Il va aussi donner son avis, sur son risque d'inaptitude et sur les éventuels, aménagements ou les éventuelles attentions à apporter. Est-ce qu'il peut bénéficier, de des priorités prévues par le décret du 22 juillet 2022? Bref, tous ces éléments-là, en fait, c'est ça qui est plus important à la limite, c'est non, il n'y a plus de visite médicale avec le médecin agréé lors de l'embauche. Non, depuis 2020, depuis, l'ordonnance santé-famille du 20 novembre 2020. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai plus ces visites par le médecin agréé que pour autant j'ai pas un rôle obligatoire de mettre en œuvre tous les moyens pour connaître, les risques professionnels qui sont, liés à l'articulation entre l'état de santé d'un agent et de l'autre côté, ses conditions de, travail. Alors, en l'absence de médecin du travail, eh ben, pleurer, ou alors essayer d'en trouver un. Sinon, bah,
hein, je vous taquine un peu, désolé, hein, mais on est vendredi après-midi et comme je vous l'ai dit, je suis encore malade. Je constate en effet comme vous, hein, qu'il y a une pénurie du médecin, du travail. Eh bien, on a, heu, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Est-ce que le médecin agréé vient remplacer le rôle du médecin du travail? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas quelque chose qui, enfin, c'est une spécialité, hein, médecin du travail. Donc à partir du moment où c'est une spécialité, c'est un peu comme si vous disiez à un radiologue de faire de la chirurgie. Donc c'est pas du tout le même métier, mais bon, c'est un pis-aller quoi, c'est mieux que rien. Par contre, la visite avec le médecin agréé avant la mise en stage est toujours obligatoire. Pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez la faire pour, vérifier l'aptitude physique d'un agent, pourquoi pas? Oui, mais est-ce que c'est une nécessité de procédure? Non, c'est pas dans le texte. Enfin, c'est pas, il y a encore des textes qui le gardent, mais c'est plus dans le texte de base. Donc, non, il y a plus d'obligation. Maintenant, lorsque j'ai un agent qui a eu, des périodes d'absence longues ou des périodes d'absence répétées, qui a eu un CITIS pendant sa période de stage, ça peut tout à fait être opportun de se poser la question de son aptitude physique via un médecin agréé, et ensuite derrière, pourquoi pas, voir avec le conseil médical, ce qu'il en est à la fin du stage. Mais non, c'est pas une condition, même s'il y a encore des scories, dans la réglementation, qui peuvent exister. Alors, la visite avant le médecin du travail avant titularisation est bien obligatoire, mais j'aurais tendance à vous dire que la visite par le médecin du travail, au moment ou avant, le recrutement, elle est nécessaire en matière de santé, sécurité, au travail. Il faut quand même voir, prendre un petit peu la mesure de vos interrogations ici. C'est-à-dire que vous allez mettre quelqu'un en stage pendant 1 an, sans vérifier son aptitude physique et au moment où il va devenir titulaire, vous allez, vérifier son aptitude physique. Ça veut dire que pendant 1 an, vous avez fait bosser quelqu'un qui était pas apte. Donc, non, enfin, c'est même la vérification de la capacité à servir sur le poste. Ça me semble être quelque chose qui se fasse, le plus rapidement, possible. Peut-on refuser une mise en stage sur la base d'une inaptitude par un médecin agréé alors que cette condition d'aptitude n'est plus obligatoire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, heu, le, le la le suivi et la visibilité, enfin le suivi automatique et l'avis automatique d'un médecin agréé pour, pouvoir, être, nommé stagiaire ou recruté en tant que contractuel, n'est pas automatique et systématique. N'empêche que, il faut pouvoir être, apte à exercer ses fonctions de manière générale. Donc vous pouvez quand même le refuser, en vous basant sur, une inaptitude que vous aurez constatée, à la suite. Alors ça peut être par exemple, vous avez un agent que vous recrutez, et que, vous faites, une visite chez le médecin du travail constate, des risques, eh bien on va, pouvoir, voir, son aptitude, physique. Le code général de la fonction publique, hein, tout simplement, et ensuite le code du travail en matière de santé sécurité au travail, en matière de texte. Alors il faut qu'on avance, là-dessus. On pourra faire un webinaire, hein, là-dessus sur le suivi et le contrôle de l'aptitude des agents publics. Mais en termes de conditions d'accès à la fonction publique, le texte est clair, il faut remplir les conditions de santé particulières exigées pour les, exercices de certaines, fonctions qu'on va vérifier en amont. Mais ça n'empêche de pas de vérifier la santé, sécurité au travail. Alors autre élément, il y a la question de la laïcité. La laïcité, alors, tiens, ça tombe très, très bien. Merci pour votre question. Si on refuse, ne serait-ce pas une discrimination liée à l'état de santé de l'agent? Alors, une discrimination, c'est quoi? C'est traiter moins favorablement une personne par rapport à un autre dans un domaine, et sur la base,
d'un critère qui est discriminatoire. Hein. Le domaine de l'accès et du maintien dans l'emploi sont des domaines où la discrimination joue. L'état de santé d'une personne est un domaine où est un critère qui est dans la discrimination. Cependant, on est bien d'accord hein, qu'il vous est arrivé de radier des cadres pour invalidité un agent. On est bien d'accord qu'il vous est arrivé de licencier pour inaptitude physique un agent. Je suis donc dans une situation où je vais me baser sur l'état de santé de quelqu'un pour empêcher son maintien dans l'emploi. C'est donc discriminatoire, mais en fait, c'est une condition essentielle et déterminante. La condition essentielle et déterminante d'avoir la capacité physique à pouvoir exercer une fonction vient annuler la qualification de discrimination. Hein, vous avez des très très beaux travaux de petites vidéos des ANFH, si vous tapez sur Internet, sur YouTube notamment, qui ont été faits et qui vous définissent bien ces notions-là avec cette notion d'éléments des critères essentiels et déterminantes. Donc, alors, j'espère avoir répondu à votre question. Il ne faut pas à chaque fois dire: «Ah, j'ai pris une décision sur l'état de santé, c'est discriminatoire». Non, c'est une condition essentielle et déterminante. Rechercher cette notion-là, elle est super importante. J'aurais même tendance à vous parler d'âge. Alors pourquoi je dis merci par rapport à ça? Parce que je vais en parler un petit peu de la discrimination et en ce moment, je constate pas mal de débats et de questions autour de la laïcité avec des employeurs, qui, vont, être un petit peu frileux, on va dire, sur le recrutement d'agents qui, du moins de l'ordre de l'entretien, auraient des signes religieux par, par destination ou des signes religieux tout court. Dans ce cas-là, ce serait contraire à la laïcité, ce qui est vrai. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut dire à l'agent, c'est bah, attention, lors de l'entretien, je peux venir avec un signe religieux à un entretien. Ce que je n'ai pas le droit, c'est d'exercer mes fonctions avec un signe religieux. Pour le coup, est-ce que certains éléments sont des signes religieux? On a deux jurisprudences intéressantes ces dernières années, une il y a quelques mois, sur la barbe et la tabac. Alors, la barbe et la tabac, ce sont deux éléments que le juge administratif n'a pas considérés comme des signes religieux par destination. Et du coup, refuser le recrutement d'un agent parce qu'il aurait une barbe ou une tabac pourrait être considéré comme illégal. Là, c'est la Cour administrative d'appel de Paris le 18 octobre 2024. Alors, est-ce que ça serait discriminatoire? Pas vraiment, parce que je ne vais pas refuser de recruter l'agent parce qu'il est musulman, mais je l'ai refusé parce qu'il a une tabac. Alors, tabac, c'est le bleu qu'on peut avoir en fonction de la pratique de la prière. Donc le juge n'a pas retenu cette notion de discrimination, mais par contre, il retient l'illégalité de la décision, estimant que le signe religieux n'est pas, enfin que la barbe et la tabac ne sont pas en soi des signes religieux. Alors, nous avons un organisme pour le suivi médical des agents, mais il nous indique que nous devons faire la demande de la visite. L'inscription sur la plateforme ne suffit plus. Qui doit être à l'initiative de la visite d'embauche, l'employeur ou le centre? Alors ça, c'est vos relations avec le centre. Hein. Ça, je ne sais pas, c'est à vous de gérer votre relation contractuelle avec l'organisme. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Là-dessus, je ne peux pas ici intervenir sur cette question. Alors, une fois que les conditions sont remplies, je vais pouvoir recruter quelqu'un. Alors, comme je vous l'ai dit, le recrutement se fait de différentes manières. J'ai bien sûr le principe du recrutement par concours. Alors, là-dessus, je voudrais vous dire, partager quand même quelque chose, c'est que le concours a un objectif qui est celui de la garantie de l'égal accès aux emplois publics. Et cette garantie de l'égal accès aux emplois publics, c'est dans le bloc de constitutionnalité, et plus précisément l'article 6 de la DDHC de 1789.
Les publicités d'ailleurs qu'on va rapidement évoquer, sont des moyens de s'assurer, ben, justement de cet égal accès. Pour que j'ai un égal accès, il faut que j'ai connaissance, du poste de fonctionnaire ou du recrutement, du fonctionnaire. Donc je vais pouvoir, postuler et normalement tout le monde, sous réserve de remplir les conditions qu'on a évoquées, plus les éventuelles conditions de diplôme, soit de niveau de diplôme pour les emplois, les métiers qui ne sont pas des professions réglementées, soit le diplôme de la profession réglementée lorsque j'ai une profession réglementée, type infirmier, aide-soignant, ingénieur ou autre. Et le, cette, euh, cette, cette égalité se traduit aussi par le fait qu'une personne qui est contractuelle dans votre établissement n'a pas plus de vocation à être titularisée ou mise en stage que quelqu'un qui n'est pas de l'établissement. C'est vrai que assez fréquemment, je vois des politiques d'accès à l'emploi titulaire dans les établissements, ce qui, d'un point de vue managérial, se comprend tout à fait, mais qui, d'un point de vue légal, peut quand même se poser question. Si j'organise une session de concours, je l'organise pour tout le monde, et pas spécifiquement, sur, pour les agents de mon établissement. Il faudrait qu'il y ait une loi qui le prévoie. Il y a eu la loi Sauvadet. Vous avez peut-être, pour ceux qui sont un peu plus anciens maintenant, parce que ça fait quand même 14 ans, peut-être mise en place, mais sortie de la loi Sauvadet, bon, il n'y a pas de texte qui priorise le recrutement d'un contractuel par un autre. Et je voudrais aussi vous rappeler que la période de contractuel n'est pas une période ni nécessaire ni obligatoire de préaccès à l'emploi titulaire. Et deuxièmement, donc j'ai le principe de non-discrimination, avec l'aptitude qui n'est pas nécessairement une discrimination, puis la capacité à servir, puisque c'est une condition essentielle et déterminante. Alors, le concours, est-ce que finalement j'ai le choix de le mettre en place ou pas? Est-ce que je peux recruter un agent autrement qu'un fonctionnaire? Alors, les fonctionnaires sont recrutés par concours, hein, je ne vais pas revenir sur les différents types de concours. On a le concours externe, le concours interne et le troisième concours. Bon, vous, la plupart du temps, on est sur de l'externe et de l'interne. L'interne étant des agents qui sont déjà des agents publics. Et comme je vous ai dit, quand je organise un concours, eh bien, je vais devoir publier un avis de concours, alors soit dans mon établissement, soit entre plusieurs établissements. Et donc cet avis va devoir comporter les différents éléments que je mets ici et que je compléterai tout à l'heure, notamment au titre sur le recrutement pour le handicap, euh, enfin, des personnes qui sont atteintes de handicap, puisqu'ils ont la possibilité, je l'ai mis à la fin, de demander un aménagement d'épreuves. Et ça, la publication de l'avis de concours, c'est un élément de l'égalité du recrutement. Euh, Parce que ça matérialise et ça formalise l'égal accès à l'emploi public. Alors j'organise mon concours et j'ai donc un ou plusieurs fonctionnaires qui sont lauréats du concours, donc qui sont les meilleurs, c'est la notion même de concours, hein, la différence avec l'examen. Et une fois qu'ils sont lauréats, ils vont être nommés fonctionnaires stagiaires. Donc le stage, hein, c'est une période provisoire et provisoire qui a pour objectif de vérifier la valeur professionnelle d'un agent qui généralement a une durée d'un an, qui peut être prolongé ou prorogé, pour lequel l'agent il est rémunéré. Donc on va le classer au premier grade ou au deuxième, parce qu'il y a certains concours qui sont des concours d'accès directement à un deuxième grade. Je pense notamment à certains concours d'adjoint des cadres. Et on va
reprendre leur ancienneté, de leur expérience professionnelle avec toutes ces règles magnifiques de reprise d'ancienneté en fonction de l'expérience professionnelle de l'agent, avec les personnels soignants, les non-soignants, expérience dans le privé, l'expérience en tant que contractuel et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, quelques éléments sur la durée du stage. Déjà, je voudrais qu'on fasse la différence entre la notion de prolongation et la notion de prorogation. La prolongation du stage, c'est que mon stage a priori une durée d'un an, et ce stage va être automatiquement, mécaniquement prolongé par les périodes de congés non rémunérés, congé parental, congé non rémunéré pour convenance personnelle, et qui va être aussi prolongé pour les congés rémunérés, autres que le congé annuel, avec la question, je pose la question, je dis la question parce que c'est une question, la question des 1/10. J'ai hier, lors d'une information, quelqu'un me dit: «Ah ouais, mon directeur m'a dit qu'on applique plus le dixième». Alors, je ne sais pas si c'était une question de gestion, parce que c'est plus facile, ou si c'était quelque chose qu'il avait appris. En tout cas, dans le code général de la fonction publique, ça y est. Sauf que, en fait, dans le statut, dans le titre 4, avant, ça n'existait pas. Dans le titre 4, la loi 86-33 me disait que le stage est prolongé, point barre. Euh, il ne me disait pas qu'une partie de ces congés peuvent être pris en compte, alors que c'était le cas dans les deux autres versants de la fonction publique. Mais le décret de 97 parlait du dixième. Le problème, c'est qu'un décret, dans le cadre de la hiérarchie des normes, ne peut pas prévoir quelque chose qui n'est pas déjà envisagé par la loi. La loi, elle prévoit, et le décret organise la prévoyance, entre guillemets, pour le dire très simplement. Donc, eh ben, le décret se retrouvait contraire à la loi. On a une jurisprudence du cour administratif d'appel qui va sur ce plan-là. Le souci, c'est qu'au moment de la codification du Code général de la fonction publique, eh bien, on a repris le même texte pour tout le monde, puisque, quel que soit le versant, on nous dit bien que prend dans la limite d'un dixième. Donc à votre bon cœur pour le mettre en œuvre ou pas, même si on pourrait tout à fait soulever une exception d'illégalité de la situation, puisque le code devrait être codifié à droit constant. Au demeurant, on va partir du postulat qu'on les applique les 10%, une prolongation, je prolonge automatiquement de la durée de l'absence de l'agent, allons diminuer d'un dixième de la durée du stage. Et on change aussi la date d'effet de la titularisation. Petite spécificité, et là on a un exemple d'effet rétroactif sur les prolongations qui sont des prolongations qui sont liées au congé lié à l'accueil de l'enfant. Donc là, je vais prolonger le stage de la durée de ce congé. Par contre, je ne change pas euh, euh, la fin de la durée du stage. On va décaler le stage, mais pas la date d'effet de la titularisation. Alors, quand je parle de congés rémunérés, ce sont tous les congés rémunérés hors CA. Tout simplement parce que le texte me dit hors CA, les congés rémunérés. Voilà, donc les CA, ils ne viennent pas prolonger le stage. On considère que ça fait partie de la vie normale d'un agent et que ça rentre dans la durée du stage. Alors, en cas de temps partiel, le stage est prolongé au prorata de la durée du temps partiel. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un qui a temps partiel à 50% pendant 6 mois. J'ai pris un exemple très très simple. Eh bien, je vais prolonger de combien? Je vais prolonger de 50% de 6 mois, ça fait 3 mois. Eh bien, derrière, je prolonge la durée du stage de 3 mois.
Alors, est-ce que les congés rémunérés d'un agent qui est à temps partiel prolongent de la durée du temps partiel ou de la durée du congé? Par exemple, l'agent est à 80%, il a 10 jours d'absence, on compte 10 jours à 80 des 10 jours. La question s'est posée chez nous. Alors, il y a deux choses. C'est un, on prolonge du fait du 80%. Deux, on prolonge des 10 jours moins 36. Enfin, puisqu'il y a un dixième du congé non rémunéré qui est pris en compte. En fait, on ne se dit pas que c'est la durée, le prorata de la durée de temps partiel du congé. Non, on fait des choses indépendamment. J'ai le temps partiel à 80, je prolonge de 20% de la durée du temps partiel, et j'ai 10 jours de congé pour raison de santé, par exemple. Je prolonge de 10 jours moins 36, donc là, je ne prolonge pas des 10 jours moins 36, mais je mélange pas les deux. Alors, est-ce que ça fonctionne avec le temps partiel pour motif thérapeutique? Eh bien, à mon sens, oui. On parle de temps partiel, hein, on ne parle pas d'autres types. Il faut faire déconnecter la notion de la rémunération de l'agent de celle du temps partiel. Le temps partiel pour motif thérapeutique est un temps partiel, point barre. Donc, il compte bien pour des jours entiers. Alors, oui, hein, tout à fait. En fait, c'est pas qu'il compte pour des jours entiers, c'est qu'on déconnecte les deux choses. Euh, et le CITIS aussi, hein, ça prolonge tout congé rémunéré qui compte. Et il n'y a pas de franchise de 28 jours, je ne vois pas 28, je dirais 36 pour les congés pour raison de santé. Mais ce n'est pas les congés pour raison de santé, c'est juste les congés rémunérés, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure la question de droit qui se pose autour de tout ça. Est-ce que je dois prendre une décision pour la prolongation de stage? À mon sens, non. Parce que c'est mécanique en fait, c'est la durée du stage qui est prolongée du fait des congés rémunérés de toute nature hors CA, sans que j'ai besoin d'avoir un positionnement en fait. Je ne vais pas me dire bah tiens, il y a comment dire, tiens, je vais décider de prolonger ou pas, c'est de facto une prolongation qui est du fait de l'absence de l'agent. Donc, on ne va pas avoir besoin de formaliser un, une, une décision de prolongation. Euh, mais y a-t-il une limite pour prolonger le stage? Déjà, enseignement, puis CLM, puis mi-temps thérapeutique, cela fait plus de 3 ans qu'ils sont en stage. Aucun problème, aucun problème. Il y a pas de limite sur la prolongation, il y a une limite sur la prorogation. Et en fait, le, euh, comment dire, euh, la limite du temps partiel, euh, euh, la limite pardon, de la prolongation, elle n'existe pas. Il n'y a une limite que pour la prorogation de stage. Et la prorogation de stage, il ne faut pas confondre, hein. La prorogation de stage, c'est une prorogation pour insuffisance professionnelle. Mais on peut très bien avoir un agent qui va avoir pardon, un stage qui va durer pourquoi pas 6 ans, notamment en cas de CITIS. Cet agent-là va avoir le stage qui est prolongé le temps du CITIS. Je ne peux pas rester trop longtemps là-dessus, hein. Si vous voulez, un jour, je ferai un webinaire spécial là-dessus, mais j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Donc j'avance. Un simple courrier pour informer l'agent suffit pour l'informer de la prolongation de sa période de stage liée aux arrêts de travail pour santé. Oui, bien sûr, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin. Par contre, la prorogation de stage pour insuffisance professionnelle, elle doit faire l'objet d'une décision qui n'a pas à être précédée maintenant de l'avis de la CAP, c'est supprimé ça, ni même qu'elle doit être motivée. Alors attention, l'absence de motivation ne signifie pas que je ne dois pas, que je peux faire ce que je veux. Il faut que je puisse pouvoir motiver un,
une prorogation de stage devant le juge ou si l'agent en fait la demande. Il faut que j'explique, hein, toute décision doit être prise du fait de la nécessité de service, doit être prise alors en bon parent, disons, en bon gestionnaire. Et donc, je vais pouvoir proroger la période de stage à partir du moment où j'ai aussi des éléments factuels qui vont pouvoir, en cas de contentieux, de justifier la position de l'employeur. Donc, il n'y a pas besoin d'avis de la CAP, ni pour la prolongation. Je dis la prolongation, c'est mécanique et automatique, il n'y a rien à faire. Et deuxièmement, la prorogation, elle, elle doit être formalisée, mais j'ai pas besoin de la motiver. Par contre, il faut qu'elle soit justifiée. Donc, un petit exemple, hein, un employeur qui met prend une décision de prorogation et au final, l'agent il dit mais pourquoi vous avez prorogé le stage? Et l'employeur il dit ouais parce que tu as eu des mauvais critères. Mais qui ne fait pas référence à des éléments factuels suffisamment circonstanciés, eh bien là-dessus, on a une illégalité de la décision. Donc, voilà pour la prorogation. Heu, alors ce stage a un terme, et il y a deux façons de mettre fin à un stage. Première possibilité, c'est qu'on va mettre fin au stage avant le terme normal du stage. Ça s'appelle un licenciement. Un licenciement pour insuffisance professionnelle, après au moins la moitié de la durée du stage, ou pour inaptitude physique. En tout état de cause, ce sont des décisions qui doivent être motivées, là, pour le coup. Et là, il y a une différence importante. Lorsque je licencie un fonctionnaire stagiaire, qu'est-ce que je fais? Je l'ai dit, j'abroge une décision créatrice de mise en stage, une décision créatrice du droit d'aller jusqu'au bout du stage. Donc, c'est une décision qui doit être motivée. Ça doit être motivé, ça doit être suffisamment motivé. Là, on a ici un exemple d'insuffisance de motivation. Et cette insuffisance de motivation, elle est matérialisée par le fait que l'employeur, mais l'agent n'a pas eu les compétences qui sont les compétences suffisantes par rapport à ce qu'on attendrait d'un fonctionnaire de ce grade-là par rapport aux autres. C'est pas c'est pas comment dire, c'est pas suffisant comme motivation. Alors je vois qu'il y a des questions, mais je les laisse parce qu'il y a des réponses qui vont arriver là, par rapport à vos questions. Donc, je peux licencier en cours de stage. Maintenant, j'ai beaucoup de questions là sur la durée. Il n'y a pas une durée maximum, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une durée de stage. Il n'y a pas une durée maximum de stage. Et d'ailleurs, que se passe-t-il si l'agent n'est pas titularisé au fin de la durée normale du stage? Imaginons, j'ai un agent qui est stagiaire, il est nommé le 1er janvier 2024, on arrive au 1er janvier 2025 et il n'y a rien qui est fait. Il n'y a aucune décision qui est prise, il n'est pas ni titularisé, ni un refus de titularisation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est titularisé de fait? La réponse est non, il n'est pas titularisé de fait. La titularisation au terme d'un stage est une décision express. Et en l'absence de décision express, eh bien, le stage de l'agent se poursuit. L'agent conserve la qualité de stagiaire et cette qualité de stagiaire, on peut y mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude physique ou professionnelle de l'intéresser à son emploi. La première jurisprudence de principe date de 99, je ne l'ai pas mise, mais ça a été répété 2 fois. Le Conseil d'État a confirmé ça en 2015 et la Cour administrative d'appel, elle l'a confirmé encore le 20 décembre 2024. Il n'y a pas de dissociation de titularisation, ce qui fait que mon agent qui n'est pas titularisé au 1er janvier, il continue à être stagiaire. Et je peux très bien décider, après la procédure qui va bien, soit de le
mettre fin au stage pour inaptitude physique, soit de refuser au final sa titularisation après cette durée du stage. Donc il n'y a pas de durée maximum de stage et je pourrais tout à fait imaginer faire une décision de prorogation de stage après les 1 an si d'aventure la valeur professionnelle n'est pas suffisante. Alors, il ne faut pas déconner sur les durées, c'est sûr que je vais mettre un agent 20 ans stagiaire sans le titulariser, là, ça commence à être une faute. Mais sinon, je peux tout à fait prendre ma décision de prorogation plus tard. Ce n'est pas un problème. Donc, et le. Euh, et donc, il ne faut pas se dire, au bout d'1 an, c'est fini. Euh, et alors, du coup, si je mets fin à un stage, que ce soit en matière de licenciement en cours de stage ou en matière de refus de titularisation en fin de stage, mon agent est licencié. Les effets du licenciement sont différents en fonction du statut de l'agent avant qu'il soit mis stagiaire. Je réponds ici à une question hein, sur la situation des fonctionnaires stagiaires, enfin des titulaires stagiaires. Voilà, une aide-soignant qui est un infirmier stagiaire. Lorsque je licencie l'infirmier stagiaire, il revient dans le corps d'origine. Donc du coup, il revient dans son corps d'aide-soignant. De la même manière, hein, si j'ai un contractuel qui a passé un concours, qui est nommé fonctionnaire stagiaire et qu'on ne titularise pas finalement, et qui n'a été mis en congé de préparation à un concours, ça s'appelle comme ça, mais en fait, c'est le congé dans lequel on va mettre le fonctionnaire, le contractuel, pardon, durant son stage, eh bien, il va revenir et reprendre le contrat qu'il avait. Hein, donc attention, hein, le mot licenciement ne veut pas dire perte de l'ensemble de la qualité du fonctionnaire. Eh bien, le fonctionnaire revient dans son corps d'origine. Un agent qui est souvent malade pendant son stage peut être licencié au terme de son stage par ce motif de santé. Ou faut-il obligatoirement que ça passe une commission médicale? Il faut que je refuse la titularisation, que je licencie pour une aptitude physique. Donc il faut avoir des éléments médicaux qui permettent de le justifier. Alors, et au terme normal du stage, est-ce que j'ai la possibilité de refuser la titularisation? Oui, bien sûr. Après avis de la CAP, et figurez-vous que la décision de ne pas titulariser un agent à l'issue de son stage est une décision qui n'a pas à être motivée. Alors pourquoi c'est une décision qui n'a pas à être motivée? Tout simplement parce que la titularisation au terme d'une période de stage n'est pas un droit. Euh, Tout ce qui est recrutement doit faire l'objet d'une décision express et j'ai pas de décision implicite et j'ai pas un droit à être titularisé, j'ai pas un droit à être recruté. Je peux tout à fait refuser et du coup là prendre une décision qui est une décision une décision pardon qui n'a pas à être motivée. Par contre, si elle n'a pas à être motivée, bien sûr, elle doit être motivable. Et là, on a une petite jurisprudence du Conseil d'État du 5 février qui nous revient un petit peu sur ces éléments-là et qui nous dit que, bien sûr, ce qui doit justifier le refus de titularisation en fin de stage, c'est l'inaptitude à exercer les fonctions, c'est la manière de servir de l'agent. Et quand on parle de manière de servir, c'est aussi bien la manière une manière qui est liée à la capacité à exercer les fonctions, mais aussi une manière humaine. C'est la capacité à s'intégrer dans une équipe, c'est la capacité à répondre aux endroits hiérarchiques, c'est la capacité à parler aux autres avec un minimum de savoir-vivre, c'est la capacité de vivre en société professionnelle, tout simplement. Alors, il y a souvent la question hein, aussi de comportements qui sont à la fois liés à de l'insuffisance professionnelle et à de la faute. Dans ce cas-là, hein, le juge me dit que je peux très bien utiliser
la procédure de fin de stage, et non pas la procédure disciplinaire pour refuser la titularisation, sous réserve quand même que jamais je n'ai eu de vocabulaire lié à la discipline, donc je parle de fautes et autres, auquel cas, si je m'engage là-dedans, eh bien, il faut que j'aille au bout du caractère disciplinaire de la chose. Donc si par exemple j'ai un agent qui fait des bêtises et que je dis que l'agent a eu des comportements fautifs, bah, il faut que j'utilise la procédure disciplinaire. Par contre, si je ne dis pas ça, mais que j'utilise ces comportements fautifs pour refuser une titularisation en fin de stage, bien, c'est tout à fait possible, me dit le Conseil d'État. Alors, dans le cas d'espèce, hein, le juge nous rappelle que on va vérifier d'abord si les faits qui justifient le refus de titularisation sont exacts, avec un petit exemple que vous pourrez voir si vous le souhaitez. Deuxième question, c'est eh bien, est-ce que il n'y a pas une erreur d'appréciation? Donc, par exemple, là, c'est un agent qui a fait un stage sur un emploi ne correspondant pas à son grade. Donc, eh bien, bien sûr, il y a erreur manifeste d'appréciation. Et puis, il va, dans ce cadre de cette erreur manifeste d'appréciation aussi, se poser la question de la prise en compte de comportements avant l'entrée dans la fonction publique. Et c'est une des questions auxquelles répond le Conseil d'État là dernièrement. Est-ce que je dois prendre en compte je peux prendre en compte, pardon, les comportements qui sont des comportements que l'agent aurait eu avant l'entrée dans la fonction publique? Le juge me dit oui, je peux. Je peux. Là, en l'occurrence, c'est un agent qui était chercheur stagiaire et qui avait fait des publications en étant pas très carré sur ses sources. Et donc, du coup, l'employeur a pu tenir compte de ça pour refuser la titularisation. Alors, est-ce que l'avis de la CAP est un avis conforme ou non conforme? Non, il n'est pas conforme du tout, hein. Enfin, je veux dire, je ne suis pas obligé de suivre l'avis de la commission administrative paritaire. C'est l'employeur qui décide. D'ailleurs, le simple fait de se sentir lié par l'avis de la CAP, c'est en soi une illégalité, puisque c'est ce qu'on appelle de l'incompétence négative. Et dans le cadre de la légalité des décisions, ça c'est très très important. Quand je prends une décision, je prends une décision. Je peux pas, je dois assumer la prise de décision, je ne peux pas me cacher derrière la vie d'une instance qui ne me lie pas. Alors, autre type de recrutement, c'est le recrutement via la mobilité. Alors, dans quel cas je vais faire une mobilité? Je vais faire une mobilité à partir du moment où j'ai une vacance de poste. Alors, c'est quoi un poste vacant? C'est un poste nouveau, un nouveau besoin. C'est un poste libéré par un départ, temporaire ou définitif. Sur ce plan-là, hein, je voudrais quand même vous rappeler que, un fonctionnaire qui part en dispo, bah, enfin, plus de 6 mois, son poste devient vacant. Et donc du coup, je devrais faire une déclaration de vacances et je ne peux pas recruter un contractuel de droit public pour remplacer un agent en disponibilité. Je peux le recruter sur un motif de vacance de poste. Et c'est là où ça pose un problème quand même, c'est qu'aujourd'hui est considéré comme vacant un poste occupé par un contractuel. Et ce qui veut dire que, par exemple, un agent qui revient de dispo, titulaire, eh ben, et qui a des postes occupés par des contractuels, ben, quelque part, on devrait licencier le contractuel pour le, que le poste soit déclaré vacant. Donc, il faut faire attention à ça, et c'est vrai que ça n'a pas encore changé. Alors, on a mis quelques jurisprudences sur la notion de vacances de poste, qui sont certes assez anciennes, mais qui n'ont pas été remises en cause par le juge administratif. Alors, une fois que j'ai un poste vacant et que j'ai besoin de retrouver quelqu'un, eh bien, j'ai plusieurs possibilités. Donc, on a vu, soit j'organise un concours, soit je, je vais
recruter un agent titulaire par le biais des dispositifs de mobilité. Alors j'ai une question, il me semblait que c'était 1 an de dispo pour déclarer un poste vacant pour un agent dispo. Non, 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 enfin je ne connais pas le texte. Après, par exemple, à l'État, oui. À l'État, oui. À la territoriale aussi. À l'hospitalière, et d'ailleurs j'ai un motif de recrutement sur le motif de remplacement d'un agent dispo à la territoriale, qu'on ne retrouve pas à l'État, à l'hospitalière, puisque j'ai pas cette même notion. Donc attention aux infos que vous trouvez et qui sont souvent des informations qui sont territoriales, euh, et il y en a assez peu en hospitalière. Donc non, et encore, hein, moi je vous dis 6 mois tout simplement parce que l'agent qui part en dispo après 6 mois, il retrouve son poste. Alors je trouve ça difficile de parler de poste vacant lorsqu'un agent, quand il revient, son poste est plus là, puisqu'il peut reprendre son ancien poste. Alors, donc j'ai un poste vacant, je vais normalement me mettre à la recherche d'un fonctionnaire. Me à la recherche d'un fonctionnaire et j'ai différentes possibilités de recherche d'un fonctionnaire. J'ai soit le changement d'établissement, ce que vous appelez, ce qu'on appelle trivialement la mutation, euh, et le, j'ai d'autres possibilités comme le détachement. Alors, la mise à disposition, c'est pas tout à fait pareil, hein. Là, on est plus sur un besoin temporaire, on n'est pas sur un poste qui est vacant, sur une certaine pérennité. Et bien entendu, hein, je dois, faire un, un, une déclaration de vacances de poste, un avis de vacances de poste qui comporte, les éléments, suivants. Là encore, hein, c'est pour permettre aux, agents de pouvoir, postuler dans le cadre de la mobilité, au poste qui est, vacances, chez vous, avec quelques cas dans, lesquels il n'y a pas de publicité. Le seul cas qui me semble, intéressant pour vous, hors praticien, c'est la première affectation par voie de concours. Bien entendu, j'ouvre un concours, je ne vais pas faire de déclaration de vacances puisque je fais un concours. Alors, ce poste est vacant, je, vais, devoir faire cette déclaration. Alors normalement, c'est, sur le site «Choisir le service public». C'est le site, commun. On a une circulaire de la DGOS qui le rappelle. Donc, c'est quand même, c'est pas toujours respecté par les employeurs, publics. Alors quel risque je prends? Bon, le risque que je prends, c'est, le fait, que, quelqu'un qui voulait postuler, qui ne l'a pas eu, qui conteste. Maintenant, le risque est quand même assez limité et c'est vrai qu'on avait aussi, hein, la possibilité de faire la déclaration de vacances, sur le site ou par tout moyen, hein, ce qui a un petit peu été modifié là. Donc, normalement, il faudrait retrouver vos vacances sur le site «Choisir le service public» et de toute façon, à moyen terme, c'est quelque chose qui va être contrôlé, parce que, ça va devenir, vraiment obligatoire. Si un titulaire en dispo souhaite revenir à l'établissement, à combien de temps pour lui apporter une réponse? Il n'y a pas de temps. En fait, ce qui va compter, c'est les vacances. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée de la dispo, si elle a duré plus ou moins de 3 ans, je dois lui proposer la première vacance, et plus de 3 ans, je dois lui proposer une des premières vacances. Maintenant et attention, les textes sont différents en fonction du versant de la fonction publique, là encore, hein. Et là encore, la réponse à votre question dépend de la taille de l'établissement. C'est sûr que si je suis, un aide-soignant d'un centre hospitalier universitaire, je reviens de dispo, j'ai des postes, hein. On peut pas dire: «J'ai pas de poste». Par contre, si je suis, un attaché, d'un petit centre hospitalier, et que je reviens de dispo, peut-être que les 2 postes d'attaché de l'établissement sont pourvus par des fonctionnaires. Donc là, le temps, bah, c'est le temps qu'un des 2 fonctionnaires, bah, parte et que le poste d'un des 2 attachés devienne vacant. Donc en fait, c'est pas il y a pas de temps au sens, chronomètre, c'est un temps au sens, factuel. Un agent en CDI considéré comme démissionnaire à côté de sa mise en stage, le texte le dit pas, mais enfin de facto, oui, et enfin considéré disons que ça met fin, de facto au contrat. Oui, je vois pas comment on peut gérer les choses autrement. Et que faire si un agent dispo veut réintégrer mais pas de poste vacant? Alors déjà,
est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de poste vacant correspondant au grade? Et deuxièmement, si c'est vrai, eh ben, il est maintenu en dispo d'office avec la question des allocations de retour à l'emploi. Soit dit en passant, c'est la même chose pour le détachement. Alors, la procédure de changement d'établissement, elle est prévue par, l'article L322-5 du CGFP, et cette procédure de changement d'établissement, elle se traduit, factuellement par, la démission de l'établissement, suivie d'une nomination par dérogation au principe du fonctionnaire dans l'autre, en fait. Heu c'est pas du tout la même chose que ce qui peut se passer à l'État et c'est différent aussi de ce qui se passe à la territoriale. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur les questions de maintien dans l'emploi et de reclassement. On a dans le versant hospitalier, d'une certaine manière, les établissements publics sont des mini-fonctions publiques à eux seuls. Parce qu'en fait, sur le périmètre, par exemple, en matière d'affectation et autres, c'est le périmètre de l'établissement. Dans l'établissement de l'article 5. Donc je suis radié quelque part de mon établissement d'origine pour être nommé directement, bien sûr, avec une continuité, avec on reprend la situation statutaire de l'agent avec indice et pas indice, mais échelon et grade de l'agent qu'il avait, donc il y a une continuité. Alors d'ailleurs, j'ai eu une comment dire? J'ai, des questions et des situations d'agents qui ont quitté un établissement alors qu'il y avait des erreurs de gestion statutaire et d'avancement dans l'établissement d'origine. Auquel cas, bon, il y a une continuité de statut, il faut régulariser la situation. Par contre, la régularisation en paye, ça, faut s'arranger avec l'établissement précédent, pour le coup. Donc voilà. Alors après, mon agent, il est intégré par changement d'établissement, heu et il va poursuivre sa carrière en tant que fonctionnaire. C'est tout l'intérêt d'être agent public, d'être titulaire, pardon. Je suis titulaire de mon grade et je peux postuler du fait de ce grade, sans avoir passé de concours pour rentrer dans différents établissements. Lors d'une démission, pour mutation, doit faire une attestation employeur avec la mention démission. Non, 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 pas besoin de faire une attestation employeur parce qu'en fait, il n'y a pas de perte d'emploi. C'est une démission statutaire, que l'agent n'a même pas besoin de demander formellement. Le simple fait de demander son changement d'affectation entraîne le fait qu'il va quitter votre établissement. Donc il n'y a pas de rupture de statut là-dessus puisqu'il a une statut qui continue. Autre possibilité, hein, eh bien, j'ai, la mise à disposition, le détachement. La dispo, c'est de la mobilité dans le privé. Alors, là ici, pour pourvoir un besoin permanent vacant, l'outil mis à disposition, est pas tellement quelque chose, d'utile, parce qu'on est plus sur un besoin temporaire, hein. L'agent reste dans son administration d'origine, donc il ne, il n'est pas sur ce poste de manière pérenne. Il n'a pas vocation à rester longtemps, alors que le détachement, là, oui, hein, le détachement, ça s'inscrit dans le temps, et mon agent peut d'ailleurs être intégré. Par contre, je ne peux pas faire un détachement d'un établissement à l'autre sur le même corps, c'est pas prévu, ça. Ça serait un changement d'établissement. Je peux pas faire un détachement d'un établissement à l'autre, voire même à l'intérieur d'un même établissement si je change de corps, hein. C'est possible. Parce qu'en fait, le détachement, c'est l'agent qui sort de son corps pour rentrer dans un autre ou signer un contrat. Du coup, on a une différence quand même qui est importante, hein. Alors, quand je vais recruter quelqu'un, et ça, c'est pas toujours bien vécu, que ce soit lors d'un changement d'établissement ou lorsque ce soit dans un détachement, ou même lorsque je choisis quelqu'un de mise à disposition, il y a des priorités légales, hein, soit dit en passant. C'est pas comme je veux à 100%. J'ai des priorités légales qui sont le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé. Alors lui, il est surprioritaire sur tout le monde.
je suis fonctionnaire hospitalier, mon emploi a été supprimé dans mon établissement d'origine, je postule dans mon établissement, eh bien, je vais être prioritaire par rapport aux autres et c'est grosso modo moi qu'on va prendre. Sauf si j'ai vraiment une nécessité absolue de service, nécessitant une compétence extraordinaire que l'agent n'a pas du fait de son expérience professionnelle. Et les trois autres priorités, c'est le CPF accéléré de son conjoint, en situation de handicap, et cycle fonctionnaire qui a la qualité de proche aidant. Donc, si je ne vais pas prendre, par exemple, j'ai quelqu'un qui est bénéficiaire d'obligation d'emploi, qui est titulaire et qui postule sur un poste vacant dans le cadre d'un changement d'établissement, et cette personne-là, elle a une priorité. Alors, ça ne veut pas dire que je suis obligé de le prendre, mais si je ne le prends pas, il va falloir pas pouvoir, en tant que quand il y a une question, eh bien, justifier le fait que la nécessité de service ne permettait pas de le prendre lui, mais qui nécessitait de prendre cet autre agent qui a une meilleure expérience professionnelle dans tel ou tel type dans tel ou tel type de situation, de métier, par exemple. Donc voilà, il y a une priorité que je peux passer outre par la nécessité de service. Bon, après, je vous ai mis des petits tableaux récap sur la mise à disposition et le détachement, juste pour rappeler ce qu'il en est. Mais là, du fait du nombre de questions, j'ai pris un petit peu de retard et je veux quand même avoir pas mal de temps sur les contractuels. Et il y a quand même aussi quelques questions qui sont arrivées. Simplement, le détachement sur corps ou cadre d'emploi. Il se fait de catégorie à catégorie, certes, mais il se fait aussi par rapport à un niveau comparable. Et ce niveau comparable, il s'apprécie soit au regard du niveau de mission, soit par rapport aux conditions de recrutement, au niveau de qualification des agents. Donc, ce n'est pas que la catégorie, hein, il y a aussi le niveau des missions. Deuxième point que je voulais vous dire, c'est qu'au terme d'un détachement, si j'ai pas de poste, eh bien, mon agent, il sera mis en disponibilité d'office le temps qu'on lui trouve un poste. Et enfin, le détachement peut être suivi par une intégration et j'ai aussi la possibilité de faire une intégration directe. Petit point sur les personnes au titre qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. D'une part, hein, on est d'accord qu'ils ont le droit à des aides humaines et techniques, que j'ai la possibilité aussi de titulariser des BOE apprentis, et c'est jusqu'à la fin de l'année, et surtout aussi que c'est un cas de recours au contractuel. Alors, donc, bon, je vous ai mis les éléments sur les règles d'organisation des concours spécifiques que je devrais mettre sur mon avis de concours. Quelques éléments sur la titularisation des BOE jusqu'au 31 décembre 2025. Peut-être que ça sera prolongé. Il y a de grandes chances que ça le soit avec le petit process. Comme ça, vous avez un truc formalisé. Je voudrais juste revenir, et ça me fera la transition avec les contractuels, sur le recrutement direct des BOE. Le recrutement direct des BOE, ce n'est pas l'agent contractuel qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui a un droit à être titularisé. Non, c'est une, euh, un agent qui est recruté parce qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc en fait, j'ouvre un poste que je vais limiter aux candidats qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi et qui vont dans un premier temps être recrutés sur contrat avant d'être titularisés. Donc il faut être BOE, il ne faut pas être fonctionnaire, et il faut que mon handicap soit compatible avec l'exercice des fonctions. Et là, j'ai besoin d'un certificat d'un médecin agréé. Et il faut que j'ai le même niveau de titre et diplôme pour pouvoir être recruté que ceux qui passeraient les concours. Et en fait, pendant cette période de contrat, c'est une période qui sera équivalente à la période de stage. Et à l'issue du contrat, mon agent sera éventuellement titularisé. Et on aura la possibilité aussi
de prolonger le contrat de la même manière que je proroge. Une différence près, c'est que vous voyez ici, j'ai l'avis de la CAP. Alors que pour la prorogation, l'avis de la CAP n'est plus obligatoire. Un avis, bien entendu, non, non conforme. Ce qui me fait lien donc avec les contractuels. Donc, les contractuels de droit public, il faut un motif, je vous l'ai dit, de recrutement. Et ce motif-là, je vais le retrouver dans l'acte d'engagement qui prend la forme d'un contrat et qui a un contenu minimum particulier. Alors, quels sont les cas de recours? Là, dans le versant hospitalier, hein, j'ai limité ici, avec les bases législatives et réglementaires. On les a déjà vues, je vais y passer rapidement. On va avoir, dans un premier temps, les emplois permanents pour répondre à un besoin permanent. Donc, l'article L332-15 premièrement ou deuxièmement du Code général de la fonction publique pour les besoins sur l'absence de corps de fonctionnaire ou remplir des fonctions nouvellement prises en charge ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Des connaissances techniques hautement spécialisées. Ça veut dire que j'ai pas du tout comment dire, je suis pas si libre que ça pour recruter un contractuel en théorie en droit de la fonction publique hospitalière. Il faudrait que je justifie le recrutement de mon agent contractuel par des compétences hautement spécialisées que je n'aurais pas trouvées chez les fonctionnaires qui auraient postulé à mon poste vacant. À cela, on peut rajouter une nécessité, disons, absolue de service. Imaginons que j'ai un poste vacant et que je fais ma publicité, mais que je n'ai pas de fonctionnaire qui postule. Alors, pourquoi pas, hein, j'aurais la nécessité d'avoir un contractuel de droit public. Deuxième motif sur un emploi permanent, sur un besoin permanent, c'est les besoins qui sont inférieurs à 50%. Hein, je vous rappelle que les fonctionnaires ils sont recrutés à temps complet, mais que j'ai la possibilité d'avoir certains corps de fonctionnaires à temps non complet, avec tout un processus hein, qui permet de de définir et de changer la quotité du fonctionnaire. Mais sinon, hein, les besoins permanents à temps non complet moins de 50, eh bien, je devrais recruter un contractuel de droit public. Alors, dans les deux cas, je peux donner un CDI immédiatement ou alors, au bout de 6 ans, je suis obligé de donner un CDI. Et potentiellement l'indemnité de fin de contrat. Alors, une question. Un agent administratif employé en CDI a une reconnaissance RQTH. Ce sont bien ses compétences et non pas sa situation de BE qui nous ont motivés à le recruter. Pouvons-nous le titulariser sans concours? Ben non. Alors après, non, bien sûr que non. On n'est pas dans le motif de recrutement au titre du BE. Et ça, c'est vrai que en ce moment, j'entends beaucoup parler de ça, y compris l'autre jour, je faisais un webinaire pour le FIPHFP sur les modalités de recrutement et il y avait vraiment ça. Mais pas du tout. C'est que je recrute parce qu'il est BOE et parce que ses compétences dans une objectif de titularisation. C'est pas la titularisation automatique de l'agent contractuel parce qu'il est BOE. Par contre, pourquoi pas, j'organise une procédure de recrutement, mais dans laquelle il n'aurait un droit pas plus important qu'un autre pour être titularisé. Il ne faut pas confondre euh, cette situation-là avec donc le motif, ici, là, qui est l'article L352-4 du CGFP. Ça, oui, j'ai un motif de titularisation à la fin. Mais c'est pas de. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, si en ce moment on communique autour de tout ça, mais sauf parce que je me trompe, et errare humanum est, je ne connais pas de règles sur cette question-là. C'est, à mon sens, une incompréhension, hein, et ça en dit long aussi sur l'importance du motif de recrutement. Et d'ailleurs, on va le voir, hein, sur l'acte de recrutement, il faut obligatoirement, nécessairement, absolument mettre l'article au titre duquel l'agent est recruté. D'ailleurs, tiens, là, vous mettez un agent administratif employé en CDI. Un agent recruté au titre du BOE, il ne peut pas être en CDI. Il est fatalement en CDD.
un CDD d'une durée un an qui est prolongeable d'un an maximum. Autre motif de recrutement, c'est les besoins temporaires sur emploi permanent. Donc, le remplacement d'agents autorisés à exercer ces fonctions et à temps partiel, pardon, et indisponible en raison d'un congé régulièrement accordé. Vous remarquez qu'il n'y a pas la dispo. Et il n'y a pas la dispo, tout simplement parce que si j'ai une dispo, normalement, je devrais, considérer le poste vacant et donc recruter quelqu'un au titre de la vacance de poste et justement utiliser plutôt l'article L332-20 qui est faire face à une vacance de poste dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. En fait, c'est ça l'idée, hein, j'ai un poste vacant, je lance, la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, le temps d'avoir un fonctionnaire, je prends un contractuel. Et je prends un contractuel pour une durée de vacances d'un an, renouvelable maximum dans la limite de 2 ans. Et puis ensuite, j'ai les besoins temporaires qui sont les mêmes dans les trois versants. Accroissement temporaire d'activité et accroissement saisonnier d'activité, 12 mois sur 18 et 6 mois sur 12. Et le contrat de projet qui a la particularité d'être un contrat qui est fait pour mener à bien un projet identifié et ce projet permettra aura un terme à la formalisation de l'atteinte de l'objectif du projet. Et vous voyez, chaque fois, bien sûr, on a un article, et ça, c'est l'élément principal hein, du recrutement de l'agent contractuel, qui est recruté après une procédure de publicité hein, qui est prévue par le décret de 2019. Vous savez qu'on a un décret spécifique sur le recrutement des agents contractuels de droit public, avec, je fais un petit schéma ici, hein, l'obligation de faire un avis de vacances. Alors, sur choisir un service public ou par tout moyen approprié, avec un délai qu'on va se laisser, minimum un mois, et qui doit être justifié par le fait que l'agent lorsqu'il est recruté sur un besoin qui peut être occupé par un fonctionnaire, bah, j'ai pas réussi à avoir un fonctionnaire. Puis, hein, je étudie la recevabilité, j'organise des entretiens et ensuite, eh bien, je vais faire un document qui va identifier les compétences de chacun avant d'informer les différentes personnes. Donc, je l'ai mis pour que vous puissiez l'afficher chez vous sur le processus de recrutement. Une fois que ce processus de recrutement est fait, que j'ai décidé tel ou tel agent, je vais pouvoir formaliser ma décision de recrutement qui, dans le versant hospitalier comme dans les deux autres versants, prend la forme d'un contrat. Et qu'est-ce qui doit comporter ce contrat? Eh bien, ce contrat, ça fait partie des rares actes dont la structuration minimale est définie par la réglementation. Il doit comporter ces éléments. En gros, en rouge, hein, j'ai mis le motif précis de recrutement, c'est-à-dire l'identité des parties, la date d'effet du contrat, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation, l'éventuelle période d'essai. Hein, si j'entends faire une période d'essai, ben, il faut que je le mette, cette période d'essai, les conditions de rémunération et le descriptif du poste, notamment lorsque le poste est vacant. Alors, les droits et obligations, est-ce que je dois les mettre? Pas nécessairement. En fait, si j'ai pas de droits et obligations qui sont exorbitants du droit commun, je suis pas du tout obligé de les mettre. D'ailleurs, je fais comment? Je m'arrête où? Je veux dire, j'en ai écrit un bouquin de 300 pages sur les droits et obligations des agents publics. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets le bouquin. C'est quand même compliqué d'arriver à mettre l'ensemble des droits et des obligations. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a là? L'identité des parties, c'est pas un article. Le motif de recrutement, je le mets dans les visas et j'explique le motif de recrutement. Donc je vais avoir quoi? La date d'effet, avec la durée et le caractère déterminé, indéterminé, un article. Le poste occupé, avec la catégorie hiérarchique, 2 articles. Le lieu d'affectation, 3 articles. La période d'essai, 4 articles.
La rémunération, 5 articles. Voilà, 5 à 6 articles. Je, vais vous partager ici, un petit document et un fond, de, où est-ce qu'il est? Un fond, de modèle, mais extrêmement succinct. Simplement, il y a vraiment pas besoin de se casser la tête, autrement et de multiplier les documents et les informations puisque tout le reste, en fait, est déjà prévu par la réglementation. Donc pourquoi est-ce que je vais aller m'embêter, à, définir des éléments qui sont déjà définis par la réglementation? Dans la mesure où c'est défini par la réglementation. Par contre, je vous rappelle que depuis le 1er septembre 2023, vous êtes obligé de communiquer des informations essentielles dans le cadre de l'arrêté du 30 août 2023, conséquence du droit européen. Donc, mieux vaut avoir quelque chose de très simple et pour autant, par ailleurs, avoir un bon document explicatif sur les droits des agents. Alors, est-ce que je dois mettre le nom de l'agent remplacé? Ben, normalement, oui. Je devrais mettre le nom de l'agent remplacé et si je mets pas le nom, il faudrait que j'ai un moyen de faire le lien entre l'activité de l'agent et l'agent qui le remplace. Et en cas de vacance de poste ou d'absence de corps de fonctionnaire, il faut vraiment préciser en quoi il n'y a pas de fonctionnaire et dans la vacance de poste, un descriptif précis du poste vacant de l'agent. Il faut justifier le recrutement d'un agent contractuel. Après le reste, c'est beaucoup plus beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus simple, hein, et qu'est-ce que je fais? Je ne fais que, définir des, éléments qui ne sont pas définis dans la réglementation. Voilà, c'est ça qui va être nécessaire dans le contrat. Tout le reste, est prévu par, la, réglementation. Alors après, rien n'empêche, hein, de faire des éléments complémentaires. Alors, petite bémol, hein, sur le contrat de projet où là j'ai des éléments obligatoires plus complexes, mais j'ai assez rarement vu le contrat de projet dans le versant hospitalier. Description du projet, définition des tâches à accomplir, modalité d'évaluation du projet. Ça, c'est important parce que sur le contrat de projet, c'est ça qui va déterminer le terme du contrat de projet. Donc, c'est des éléments à mettre. Voilà, après je vous ai remis quelques diapos sur la rémunération, vous pouvez, regarder, mais bon, peut-être qu'on fera un jour un webinaire, spécial là-dessus. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ces éléments, principaux. Et je vais maintenant, répondre aux questions auxquelles j'ai pas répondu depuis un moment et qui se sont accumulés. Je vous remercie déjà d'avoir suivi cet élément jusqu'ici. J'espère que ça vous a été un petit peu utile.